et messieurs, vous savez que l'énergie constitue aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on a attendu, le carburant indispensable de toute transformation industrielle durable. Et le deuxième panel va explorer les liens entre compétitivité énergétique, industrialisation, agro-industrie et création de valeur économique. Le panel va se tenir sous le thème « Énergie et transformation industrielle », accélérer l'industrialisation, l'agro-industrie et la croissance économique par des solutions énergétiques compétitives. Et je voudrais tout de suite et maintenant inviter le panéliste numéro 2, Madame la directrice générale de Izili Bénin, ex-Coto Bénin, Madame la directrice générale. Merci de vous installer, Madame Alakhassa, avec le modérateur du panel numéro 2, le professeur titulaire des sciences économiques, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Monsieur Charlemagne Higuet. Merci d'ovationner leur installation, s'il vous plaît. Merci. Les panélistes numéro 2. Le micro, il est là. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais donc me réjouir de ce que nous sommes tous nombreux dans cette belle salle ce matin et à l'invitation, bien entendu, du président du PCC pour échanger sur donc une thématique très importante, la question donc de l'énergie et dans toutes ses formes, dans toute sa diversité. Je voudrais donc, avec vos permissions, donc rappeler le thème entrant dans le cadre donc, du panel 2 de ce matin, énergie et transformation industrielle, accélérer l'industrialisation, l'agro-industrie et la croissance économique par des solutions énergétiques compétitives. Ce thème, son intérêt, sa pertinence ne sont plus à démontrer. Les 10 dernières années de gouvernance nous ont montré que si nous agissons sur des leviers pertinents, porteurs de résultats concrets, il est possible que le sous-développement, voire la pauvreté, soit conjugué progressivement aux calanques grecques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au regard des résultats pertinents, élogieux, de grande portée obtenus ces 10 dernières années, le nouveau président élu, Romial Wadaï, dans son programme de société intitulé « Plus loin ensemble », met l'accent sur la transformation structurelle de notre économie, sa régionalisation et au-delà, le développement durable. Mais vous convenez avec moi qu'une économie ne peut se transformer industriellement, ne peut se moderniser et donc offrir davantage d'opportunités en termes de création de valeur ajoutée dynamique dans le temps, en termes d'opportunités d'emploi, en termes de création de nouvelles sources donc de ressources, que si elle est capable, donc en amont, de maîtriser un certain nombre d'inputs cruciaux. Oui. Un certain nombre d'inputs cruciaux, indispensables à cela. C'est l'un de ces inputs stratégiques qui nous réunit ici aujourd'hui, à savoir l'énergie. Mais l'énergie, dans le cas de ce deuxième panel, est reliée, bien entendu, à la transformation
industrielle. Comment, en réalité, se servir, construire donc l'énergie, maîtriser l'énergie, la rendre compétitive afin qu'elle puisse contribuer à l'accélération de la transformation structurelle de notre économie, à contribuer à créer davantage, plus donc de richesses, offrir davantage, plus donc d'emplois aux jeunes, aux diplômés. Voilà donc ce qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de ce deuxième panel. Et je suis très heureux donc d'être aux côtés donc de Madame Alarassa qui en réalité en est aussi une grande spécialiste et qui donc va en fait animer ce deuxième panel en allant bien entendu sur l'essentiel. Sur l'essentiel, je ne reviendrai plus sur ces éléments-là. Je sais que l'essentiel, vous le savez. Et ensuite, une fois qu'elle aurait fini sa présentation, et la parole sera donnée donc à la salle, aux experts, pour qu'ils fassent donc des commentaires, mais surtout pour qu'ils contribuent de façon succincte donc à la manière donc de pouvoir en réalité aller plus loin avec notre président, le président Wadayi, une fois qu'il serait installé au pouvoir dans 2 semaines exactement. Donc, madame, sans plus tarder, je vous cède donc le micro pour que vous livrez la quintessence de votre message à l'Assemblée. Merci. Merci beaucoup, professeur. Bonjour à tous. Bienvenue encore à ce rendez-vous assez spécial, la masterclass itinérante, orientée sur cet atelier, comment aujourd'hui l'énergie pourrait accompagner la transformation industrielle, agro-industrielle. Le temps nous est compté, donc je vais essayer d'aller vraiment vers ce qui va compter. Ce n'était pas assez simple. Il a fallu d'abord se demander qu'est-ce qui reste essentiel. Nous avons tous vu le plan d'action du président élu, très ambitieux, très visionnaire, mais la réelle question reste comment et qu'est-ce qu'on y gagnera. Et donc aujourd'hui, il faut d'abord clarifier avant de se dire qu'on y voit, qu'on s'y projette et qu'on comprend l'enjeu de ce projet et qu'on est prêt à accompagner à sa mise en œuvre, à sa mise en œuvre et à son exploitation totale. Donc en attendant, on va évoluer. L'énergie aujourd'hui est essentiellement autour des sujets d'électrification. Mais cette lecture doit vraiment évoluer. C'est le premier nœud sur lequel nous devons vraiment travailler pour accompagner le projet de la vision du nouveau président. L'énergie n'est pas qu'électrification, qu'électricité plutôt. Elle est plus large. On parle de la biomasse, la consommation du bois, du charbon. On parle du gaz pour la production, la cuisine, la production de l'énergie électrique. On parle également du pétrole, du carburant. Parce que lorsqu'il faut produire en agriculture et qu'on n'est pas capable de la conserver, de la transformer, de la cheminer vers les différents points nécessaires, ne seront pas souverains. On parle également du mix énergétique qui est déjà souligné sur le précédent panel, l'hydro, le solaire, ou l'ambition éolienne qui se dessine. Donc aujourd'hui, nous devons évoluer vers une approche beaucoup plus large, centrée sur le développement de l'agro-industrie et non simplement centrée sur le développement de l'énergie qui constitue essentiellement à mettre des infrastructures technologiques pour de la consommation. Mais passer de la consommation à de la production. On ne va simplement pas distribuer d'énergie parce que nous la consommons, nous sommes à l'aise à la maison sans les coupures, mais réellement parce que nous arrivons à l'utiliser pour changer de la donne, transformer, créer de la valeur, créer de la richesse long terme. Diapo suivante. Et donc aujourd'hui, nous allons passer d'abord de certaines logiques
à une nouvelle dynamique. L'énergie productive, qui change un peu de l'énergie de consommation qui fait essentiellement 80% de notre consommation aujourd'hui, énergétique et non consommation électrique. La compétitivité. L'agro-industrie aujourd'hui est encore très saisonnière, dépendante de beaucoup de facteurs, des saisons pluvieuses, de la disponibilité du carburant, parce qu'elle tourne beaucoup plus sur l'achat des carburants pour alimenter les groupes électrogènes et nourrir les systèmes industriels qui lui favorisent l'augmentation de son volume. La production également versus la consommation, comme je l'ai dit, et la transformation locale. Nos productions agricoles aujourd'hui sont essentiellement exportées, ce qui réduit notre pouvoir économique et notre souveraineté. Pour exemple, beaucoup de producteurs d'huile de palme préfèrent stocker, faute de moyens de transformation. De soja également stockent sur 2 saisons avant de pouvoir parfois s'offrir le luxe de les revendre à des prix compétitifs rentables sur toute la chaîne pour eux. Et ça, ce sont bien des exemples sur lesquels nous devons aujourd'hui nous appesantir avant de proposer une doctrine et un plan sur les 100 prochains jours. Diapo suivante, on est déjà passé là. Et donc voilà, d'un point de vue agro-industrie aujourd'hui, nous sommes encore à 24% du PIB national, dépendant de l'agriculture de l'économie béninoise, et nous avons encore vraiment 35% de la population qui se consacre à ce domaine-là. Et comme nous l'avons vu dans le programme du nouveau président élu, l'agro-industrie devient un moteur essentiel. Précédemment, nous avons une économie essentiellement fiscale, basée sur le secteur privé. Mais aujourd'hui, pour diversifier, il nous faut développer d'autres axes de transformation, de création de valeur. Et ça, pour le faire, il faudra augmenter ce potentiel. Faisons plus de 13 millions d'habitants. Mais c'est uniquement 35% aujourd'hui qui sont sur ces secteurs, avec beaucoup de limites, beaucoup de pertes et beaucoup d'ambitions, mais difficilement accessibles, difficilement capables de les transformer à leur juste valeur. Donc voilà, notre défi aujourd'hui sera de trouver la bonne énergie qui renforce la production. La bonne énergie, déjà au niveau de la production, elle n'est pas simplement sortie du volume du maïs par rapport au passé, sortie du volume de riz par rapport au passé, mais déjà élargir les champs d'action autour du maïs, du riz, du soja et bien d'autres, des fruits, des maraîchers. Le premier constat que nous avons, c'est les questions d'irrigation. Aujourd'hui, la culture et la production, la culture sont encore essentiellement dépendantes des saisons pluvieuses. Et l'irrigation est dépendante aujourd'hui des pompes, du carburant qui reviennent très chers. Donc le coût de développement de la production est à améliorer. L'irrigation doit être élargie parce que sur l'irrigation, nous avons plus de 355 000 hectares irrigables aujourd'hui, mais juste 10% sont réellement exploités. Pour changer cela, ce ne sera pas de faire des barrages à tout vent, mais simplement de changer la question de la zone économique énergétiquement viable. Lorsqu'on sait le potentiel de la zone, aller vraiment sur un développement énergétique autour de sa zone, de chaque zone, et d'y apporter l'élément essentiel. Donc, par exemple, ce que nous proposons, diapo suivante, ce que nous proposons pour les prochaines étapes, nous avons eu du programme 6 pôles de développement, mais que nous avons plutôt regroupé en 3 pôles, d'un point de vue d'une lecture déjà géographique et d'une lecture de leurs limites d'aujourd'hui. La zone du Nord aujourd'hui est très productive sur beaucoup de plans, les fruits, les maraîchers, le lait,
mais est encore face à plus de 30 à 40% de pertes après récolte, après production primaire. Et cela, faute d'irrigation, faute de moyens de conservation, de séchage adéquat. J'ai personnellement vécu avec certains cultivateurs sur les derniers kilomètres des moments où la tomate, l'oignon sort du champ et faute de la nuée de transporteurs, ils sont obligés parfois de les verser au bord de la route pour des passants. Donc sur 10 paniers, on ne peut mettre que sur son vélo 2 à 3 et on espère que demain matin, ils seront encore de qualité, on reviendra les prendre. C'est des réalités. Donc dans le Nord, orienter d'abord pour les 100 premiers jours, les premières actions sur le développement de l'irrigation. Ne plus être dépendant des saisons pluvieuses, ne pas forcément se dire, on implante GDZ, à Parakou, à Natidego pour commencer, mais d'abord on améliore ce qui se fait bien. On donne le pouvoir à ceux qui le font déjà d'aller à un échelon plus élevé avant de densifier maintenant cette capacité par de l'industrialisation ou de la diversification. Et donc au centre, parce qu'actuellement, le corridor logistique est encore très essentiellement orienté vers le sud à cause du port. Au centre, prévoir de quoi stocker, prévoir de quoi faire du conditionnement primaire, de la transformation primaire, pour que ce qui a été produit massivement depuis le Nord ne se perde pas au cours du transport ou au cours de l'acheminement vers des industries logées au sud ou bien vers le port pour l'exportation. Donc voilà un peu ce que nous proposons. Et cela va passer sur les 100 premiers jours par plusieurs actions clés. Plusieurs actions clés qui dépendent d'abord d'une des solutions, des deux solutions proposées par mon précédent panéliste, la question du diagnostic, du bilan et d'une force track. Parce qu'aujourd'hui, cette vision ne sera pas portée avec nos anciennes habitudes. Elle doit se porter avec une équipe spécifique, qualifiée, qui comprend l'enjeu, qui est prêt à faire le changement et à nous amener à faire le changement. Et maintenant, au-delà, rapidement développer la notion des zones industriellement, énergétiquement sécurisées autour des différents pôles. Lorsqu'on a besoin d'irriguer, le besoin énergétique n'est pas le même que lorsqu'on a besoin d'industrialiser à Cotonou, ou bien qu'on a besoin de sécher, de stocker, de conserver. Voilà, changer des techniques de séchage solaire à l'air libre à des techniques beaucoup plus, je dirais, transformatrices, des fours à séchage, voilà, au lieu de les laisser au bord de la route et tout, pour que la personne puisse se dire, elle est conservée, je peux faire beaucoup plus de volume et derrière, je peux vendre beaucoup plus, je ne perds plus. On sort d'une perte de 30-40%, à des pertes progressives jusqu'à 10-5% et pourquoi pas 3% de nos cultures agricoles. Tout cela ne pourra pas se faire sans un développement de compétences. C'était déjà souligné. Je rappelle que c'est vraiment essentiel. Et les 3 priorités pour démarrer ces trois premiers mois seront d'abord le programme national énergie productive et non simplement le programme d'électrification, parce que nous avons déjà énormément travaillé ce volet-là, mais devons l'élargir à l'énergie productive. Vraiment, je tenais à ce que l'on retienne en sortant d'ici que le développement ne sera pas simplement une question d'électrification, mais vraiment d'utilisation de l'énergie pour produire de la valeur. De la valeur rentable et croissante dans le temps. Des défis restent, il faut le dire. La question de l'efficacité énergétique, la question de comment aujourd'hui, avec 100 mégawatts, je faisais peut-être 10 tonnes de maïs, mais avec 100 mégawatts, je passe à 20 tonnes de maïs, je passe à 30 tonnes de maïs. Ce ne sera pas juste une sélection d'équipements de qualité, ce ne sera pas juste une sélection
d'équipement de qualité, mais plutôt de transformation et de veille sur les excès d'énergie ou le stockage d'énergie par manque d'infrastructures d'utilisation. Donc ce n'est pas juste déployer, mais veiller à déployer ce qu'il faut au bon moment. Donc les zones industrielles énergétiquement sécurisées et une offensive nationale de compétences. Le secteur en souffre. Il en souffre que ce soit dans l'agriculture, mais dans l'agro-industrie qui demande d'assumer toute la chaîne et derrière dans le développement énergétique, qui n'est pas juste l'électricité, mais comprend l'eau, la biomasse, le gaz, le pétrole, les ressources renouvelables et bien d'autres. Donc je vous remercie, j'espère que j'ai aidé à économiser le temps et je reste à l'écoute de vos questions. Oui. Ok, merci beaucoup, Madame Alahassa. Nous l'avons bien suivi et sa présentation très succincte, mais en même temps comportant, je dirais, tous les éléments attendus, ce qui montre effectivement qu'elle est une intellectuelle donc et accomplie et donc une compétence et avérée. Et donc je suis fier, moi, en ma qualité donc de recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, de me rendre compte que c'est l'Université d'Abomey-Calavi qui vous a formé, et en particulier les PAC. Je voudrais d'abord que vous l'ovationnez très fort. Voilà, donc de façon, je dirais, très, très ramassée avant donc de vous passer le micro. Et Madame Alahassa est revenue sur la vision ambitieuse donc, du président élu, Omiad Wadayi, qui vise donc à aller ensemble plus loin. Ensemble plus loin, ce qui voudrait dire qu'il faut partir donc des acquis qui ressortent donc de ces 10 dernières années donc, de gouvernance et pour pouvoir accélérer en fait donc, le processus de transformation de notre économie, accélérer le processus vers donc, le développement, ce qui nous permettra finalement de nous rendre compte que ni le sous-développement ni la pauvreté ne sont une fatalité. Alors, elle est revenue sur le rôle important que l'énergie devra jouer dans ce cadre-là, tout en soulignant donc le fait qu'il s'agit en réalité donc de prioriser l'énergie donc productive. Et donc la question qui se pose pour nous aujourd'hui est donc dans le cadre de cette année qui viennent, n'est nullement l'accès à l'énergie, mais comment produire de l'énergie qui soit elle-même productive. L'énergie qui, en réalité, permet à l'économie de se renouveler, de créer donc de la richesse, davantage donc de valeur ajoutée. Énergie, une énergie qui accompagne les initiatives, qui accompagne donc les zones industrielles. Et une énergie, en réalité, qui contribue vraiment à avancer et dans ce long processus donc de maturité en termes de développement économique. Alors, elle en arrive plutôt, tout en montrant bien entendu que cette marche vers le développement économique, vers la transformation structurelle, doit passer par la transformation donc, du secteur primaire, dont l'un des maillons est l'agriculture, et qui part donc du secteur primaire et donc de l'agriculture, parle éminemment de la probabilité ou donc des défis auxquels l'on pourrait être confronté dans, je dirais, la transformation de cette agriculture, de ce secteur, pour pouvoir extraire donc un sous-secteur agro-industrie qui constituera donc le socle du secondaire, donc du secteur secondaire, du secteur donc industriel. Et donc cette transformation d'énergie productive que nous voulons tous et sur laquelle elle a beaucoup insisté, jouera un rôle indispensable, un rôle majeur. Alors, finalement,
donc montre en fait que pour les 100 premiers jours qui vont commencer par courir à partir donc, du 24 mai, il est important que des actions donc, immédiates soient menées. D'abord, elle souligne la nécessité de partir d'un diagnostic du secteur énergétique, car pour elle, il n'y a pas donc de souveraineté productive sans véritablement donc compétence. En faisant donc le diagnostic, on en arrivera également à montrer que l'objectif donc de la production de l'énergie passera nécessairement par le développement des compétences, par le développement donc du capital humain. Non seulement pour donc le secteur énergétique, mais au-delà pour tout, pour toute l'économie, pour tous les secteurs donc indispensables de ce point de vue-là. Alors, elle suggère justement à juste titre trois actions phares. La première, en réalité, il faut élaborer un programme national énergétique productive, et ce, dans une optique, dans une doctrine nationale unifiée. Donc, il s'agira donc d'une politique énergétique qui s'inscrive donc de façon holistique dans le plan donc le développement global donc du pays. Deuxièmement, elle insiste sur la nécessité, bien entendu, de renforcer les acquis en matière donc de zones industrielles qui existent déjà, en les dotant donc d'énergie sécurisée. Et en même temps, en allant au-delà donc de ces zones industrielles, en les multipliant, en les régionalisant, donc de sorte que le développement agro-industriel que nous voulons tous ne soit pas le fait donc d'une seule zone ou d'un seul département, que cela soit en réalité l'affaire de tous les départements, voire de toutes les 77 communes de notre pays. Et enfin, elle insiste encore une fois sur la nécessité donc de développer des compétences nationales. Voilà donc la synthèse que je puis faire. Je sais qu'elle a dit beaucoup de choses en peu de temps. Je m'excuse si j'ai travesti donc ses pensées, ses idées. Et je voudrais encore une fois que vous l'ovationnez très fort. Alors donc ceci dit, et à présent je crois que nous allons vous laisser donc la parole pour donc des commentaires, surtout aller à l'essentiel. Mettez de côté les remerciements, les commentaires allant dans le sens véritablement donc de l'amélioration de ce qui est attendu donc de ces panels. Oui, des questions pertinentes sont véritablement donc attendues. Allez à l'essentiel. Donc chaque intervenant aura au plus 3 minutes. Au plus 3 minutes. Monsieur le modérateur. Oui. Monsieur le recteur, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais demander votre indulgence pour que les anglophones puissent prendre connaissance de la communication de Madame Alakhassa. Ok, d'accord. Okay. Merci. Oui, Dr. Morgan. Okay. Merci, and thank you very much for the opportunity. Without further delay, the speaker stressed on the vision and the role of energy within the vision of the governmental action plan. And she decided to highlight the notion of productive energy, being an energy that supports the local industry in terms of productivity. She also believes that it is important to conceive a national policy and extend that policy in terms of implementation in the whole country, making it therefore a landmark. However, a diagnostic is important for her as first step, immediate step to be taken.
And within that diagnostic, it will clearly lead to the understanding of the relevance in terms of need of competencies to reduce the loss in production as far as agro-industry is concerned, because she does believe that agro-industry is the key in terms of development when it comes to the governmental action plan. Within that framework, it is needed to have a national productive energy program, and then to also secure energy, an energy industrial zone that will be fully dedicated to companies and key actors that are in the energy field. There is a need of a national competencies offensive program that will allow to gather all the relevant competencies, experts that might not yet be within the institutional framework that already exists, in order to have their contribution for achieving the target. This appears to be in substance what the speaker said. It is important to not cloud that the summary that has been made could be, let's say, completed by the quality of the document that has been provided by the speaker. She stressed in key element, looking at those elements, a national program, secure an energy industrial zone, and make sure that all the competencies available within the country or outside the country are involved in order to achieve the target within the framework of 2026 and 2033. Thank you. Merci, Dr. Morgan. Avant de passer la parole à Monsieur le Recteur, je voudrais également demander l'indulgence de l'assistant, s'il vous plaît, pour qu'on prenne 2 à 3 questions très rapidement. Merci. On va faire comme Madame Alarassa qui a tenu dans le temps réglementaire. Merci. Okay. Donc, 3 questions, Omassi? 3, 2 à 3, c'est bon. Oui, 2 à 3. OK. Vous avez la parole. Oui, d'accord. Oui, et votre nom d'abord? Oui, Monsieur Badaou. Oui, voilà. En fait, pour les mesures d'équité, nous allons prendre 2 par rangée. Donc 2 ici et 2 là. D'accord? OK. Oui, votre nom? Balogun. Lalogu. Nalogu. C'est ça? N. N-O-K-O-U. Nanoku. OK. Oui, l'autre, oui, je vais privilégier maintenant les dames. Voilà, donc j'ai 2 dames là, je les prends d'office. Lorraine. Lorraine quoi? Diedo, oui. Oui. On vous. D'accord. OK, et s'il vous plaît, il faut aller vraiment à l'essentiel. N'oubliez pas que l'objectif ultime donc, de ce panel et des autres d'ailleurs panels, c'est de pouvoir fournir donc, des éléments à l'appui donc, de décision. Et donc, en ce domaine-là, il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc, nous attendons, ce sont des contributions que nous attendons surtout. En 1 minute, 2 minutes au max. Voilà, doyen. Merci bien. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais féliciter madame pour la qualité de sa présentation, parce qu'elle a touché du doigt l'essentiel, les éléments les plus importants dans l'agro-industrie et les problèmes qui s'y trouvent.
Je vais rappeler que l'électricité ne représente moins de 4% de la consommation d'énergie totale au Bénin. Donc les autres sources d'énergie sont très importantes. Et je voudrais aussi, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai parlé de la nécessité de disposer d'une politique énergétique. Une politique énergétique permet de prendre en compte tous ces éléments. Et ensuite, je dirais que l'agro-industrie est une source de production d'énergie. Parce qu'il y a les déchets agricoles qu'on peut valoriser pour la production d'électricité. Je donne pour exemple une huilerie de palme. Elle est autoproductrice et autosuffisante en énergie quand elle tourne. Il y a même des surplus d'énergie qu'elle peut injecter sur le réseau. Donc la question de souveraineté, de choix de développement et de choix énergétique se pose. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, évaluer les besoins énergétiques et comment les satisfaire. Par rapport à l'irrigation, elle a parlé des petits producteurs. Je crois qu'on peut développer le solaire pour faire la petite irrigation dans beaucoup de régions de notre pays. Donc l'agro-industrie est potentiellement productrice d'électricité. Mais il va falloir aussi lever l'interdiction de valoriser les déchets agricoles pour la production d'électricité. Je dirais qu'une source de production d'électricité en milieu rural est d'utiliser les bois de plantation. Je ne parle pas de ressources. Les bois de plantation à cycle fermé peuvent être utilisés en milieu rural pour produire l'électricité au lieu de chercher à construire de grands réseaux. Et le débat vient de commencer. Je crois qu'on ne peut pas tout dire ici. Je félicite encore madame une fois pour la qualité de sa présentation. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Nanokou. Oui, moi c'est Lanlokou Cheton Mathieu. Je suis agroclimatologue, enseignant-chercheur. Je remercie madame. Je crois que le développement tel que c'est fait, c'est très bien. Je crois qu'on peut approfondir en cherchant à savoir comment est-ce qu'on rend davantage responsables les industriels dans ce processus d'encouragement et de renforcement de la politique du développement de l'énergie productive. Les industriels sont là, elles font je veux parler des promoteurs des industries, ils font de l'économie. Il faudrait qu'on puisse mettre en place une politique qui les oblige à contribuer au renforcement et à l'amélioration de cette politique d'énergie productive. Vous savez, comme vous l'avez su bien développer, il ne suffit pas d'aller installer les barrages hydro-agricoles. L'expérience aujourd'hui montre que quand vous allez dans nos villages, dans les endroits où vous avez ces barrages hydro-agricoles, même avec des matériels, vous ne verrez que nos mamans qui sont là, les vieilles dames, les jeunes qui sont partis au Nigeria ou bien au Nord Togo pour aller servir dans soit Zem ou bien en tant qu'artisans. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut renforcer cette capacité humaine à travailler parce que la première source d'énergie que nous savons tous, c'est l'homme. Il faudrait qu'on ait des hommes compétents, non seulement compétents, mais qui aiment la chose. Nous formons des étudiants, nous formons des agronomes, nous formons tout cela. Mais sur le terrain, on a problème de disponibilité de main-d'œuvre, que ce soit dans les industries, que ce soit dans les champs, que ce soit dans tous les secteurs. On a problème de disponibilité des personnes qui sont là et qui veulent travailler pour effectivement développer le secteur. Merci beaucoup, chers collègues. Merci. Et Madame Lorraine. Merci, je suis Lorraine Sodiedo, je suis spécialiste qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Alors ma question, elle est principale. Bon, j'ai conscience d'abord que la question que je vais poser prend une grande envergure, donc je laisse libre cours de le prendre plutôt comme piste de réflexion. Alors aujourd'hui, nous sommes conscients que face à l'accélération de l'industrie et de notre monde, il y a des enjeux qui s'imposent à nous, comme la prise en compte de tout ce qui est enjeu QSE, qualité, santé, sécurité, environnement, ESG, économie sociale et gouvernementale, et gouvernance,
et également RSE, je veux dire par là responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc ma question ou ma piste de réflexion est, est-ce que dans cette vision-là, vous avez prévu prendre en compte toutes les exigences ou tous les aspects qui sont liés à ces différents volets que je viens de citer dans le déploiement, dans la mise en œuvre de votre vision, en gros. Donc, merci. Ok, merci bien. Enfin, Madame Saint-Tiche. Merci beaucoup. Je suis Saint-Tiche Runvu, assistante administrative à Morgan Training et membre du réseau Youth Network. Mes questions sont les suivantes. Comment utiliser l'énergie pour produire de la valeur et comment les jeunes peuvent-ils contribuer concrètement à la transformation industrielle et énergétique? Merci. Ok. Merci beaucoup. Oui, avant de passer au menu, je crois que les trois premiers intervenants ont fait plutôt donc de la contribution, essentiellement. Et puis la quatrième, Madame Saint-Tiche, a posé donc 2 questions. Donc la première, comment donc l'énergie peut-elle donc être source de création, de production de la valeur? Et la deuxième, comment faire contribuer davantage les jeunes donc à la production, à la transformation structurelle de l'économie. Madame Alahassa, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Pour répondre déjà à la question de comment utiliser l'énergie pour produire de la valeur. C'est quoi la valeur en réalité? Lorsqu'elle n'est pas quantifiée, parce qu'on fait de l'utilisation, mais est-ce qu'on l'utilise pour créer de la richesse? Vendre, enrichir de l'emploi, générer des revenus qui permettent à des personnes d'être confortablement établis dans leur milieu, de se projeter, de se dire, OK, je suis à l'aise, j'ai envie de prendre un personnel en plus, j'ai envie de m'offrir des biens beaucoup plus élevés, donc d'investir beaucoup plus et d'augmenter le pouvoir économique du pays. Donc, créer de la valeur derrière à des échelles beaucoup plus élevées, c'est voir le PIB s'améliorer, le pouvoir économique s'améliorer. Donc, en utilisant l'énergie simplement pour s'éclairer à la maison, pour se rafraîchir à la maison, que ce soit par la clim, les réfrigérateurs, ou bien réduire le temps de la cuisson domestique. Derrière, si ce qu'on reçoit n'est pas utilisé, valorisé, parce que peut-être on ne fait pas de la recharge au voisin contre monnaie payante, et derrière on augmente son revenu, derrière on peut aller s'offrir un bien qui était précédemment à 100 000 francs, à 250 000 francs parce qu'il est de meilleure qualité et permet à l'État de générer beaucoup plus de bénéfices. Donc en réalité, la valeur, elle est là. C'est la différence entre consommer et générer des déchets ou consommer et générer du revenu, du résultat utilisable par d'autres personnes, et non simplement des déchets comptabilisés, perdus dans la majorité des cas. Et comment les jeunes peuvent le faire? Je vais repartir en arrière sur la question des jeunes, de la compétence. La problématique aujourd'hui, elle est là. On a encore une réglementation qui est très conformiste, traditionnelle, conventionnelle. Mais aujourd'hui, pour aller à la question de l'énergie productive, il faut passer à une réglementation orientée résultat. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Ce n'est pas simplement une question de le jeune aujourd'hui, il sort. Le problème, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il gagne. Parce qu'on ne met pas en avant la question de création de valeur, de résolution de problèmes et d'obtention de résultats. Donc aujourd'hui, nous devons changer de discours. Les formations ne doivent pas être simplement orientées certification, diplôme, mais doivent être orientées capacité en sortant à transformer autour de soi, même avec le minimum. Pas avec de la technologie de pointe. Même aujourd'hui, en voulant élargir la question de l'électrification, il y a la question de la souveraineté technologique, mais pas forcément de pointe. Il faut simplement celle de qualité, celle qui respecte des normes d'efficacité énergétique, facilement accessibles, que nous pourrons employer à des coûts vraiment beaucoup plus bas qu'avant, et derrière générer plus de résultats que nous n'avions pas le passé. Beaucoup investissent aujourd'hui dans leur facture électrique, par exemple. Je prends l'exemple du domestique, même si la question est encore très industrielle là-bas. Paye
paye des factures de 15 000, 20 000, mais par faute de connaissance. 20 000, 30 000 francs de facture aujourd'hui devraient pouvoir nourrir un domestique d'au minimum 4 chambres, 5 chambres. Mais on est malheureusement au constat de voir qu'à cause de la qualité des équipements utilisés, de la méthode d'utilisation, parce qu'on n'est pas orienté sur ce que je veux, mais on est orienté sur ce qui est là. Ne pas consommer parce que c'est là, mais consommer parce que c'est utile et c'est maintenant j'en ai besoin. Donc tout ça également demande un changement de comportement qui n'est pas simple. Derrière, c'est de la sensibilisation, c'est de la communication, c'est beaucoup de travail de fond. Et ensemble, on va pouvoir relever le défi. Je ne sais pas si j'ai relevé les autres questions. Pour Madame Lorraine, ce sont des éléments qui sont pris en compte. Nous sommes d'abord orientés actuellement sur comment démarrer les 100 premiers jours et sur quoi s'appesantir. La question de la gestion des déchets, de l'impact environnemental va venir lorsqu'on maîtrise le basique. Aujourd'hui, le basique n'est pas maîtrisé et n'est pas vraiment dans une croissance. Il faut d'abord maîtriser le basique parce que le déchet, malheureusement, demande d'être à des volumes de production pour pouvoir être transformé comme il faut. Sinon, on commence tôt, mais on perd énormément. Mais lorsque le volume est existant, on peut commencer à investir les coûts qu'il faut et rapidement rentabiliser. Donc, commencer par ce qui est prioritaire et essentiel et non forcément pas tout ce qui est présent et vouloir agir à tous les endroits. Donc oui, sur 10 ans, sur 15 ans, cette question vaut sa place, mais pour démarrer, allons d'abord réduire les pertes avant d'augmenter les besoins. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Madame Alakassa. Et celui qui doit intervenir en ligne, est-ce qu'il est... C'est bon? Ok. As you know, Transcorp has been partnering with BNIN, and we have been in this partnership for about 10 years now. And so it's interesting to be part of this program since the program started in the morning. And I'm combining the first session with this second session. What is important now is to speak to what I consider to be the key imperatives for energy that will support a productive economy. So the first part, we spoke of sovereignty. This second part, Madame that spoke here made mention of energy efficiency for a productive economy. And so you see that it's imperative for Benin. One of the key imperatives for Benin for energy to support production is a reliable and stable power supply. That's one. Two, very important, is an integrated energy sufficiency approach. And Madame spoke to it. It's not just one source of energy or one type of energy that Benin should be looking at, but an integrated approach from different sources. You have the renewables, you have also the gas-fired energy, and this is where we are very willing as Transcorp Group to share our experience and to continue in our partnership to help Benin to attain the objectives that it wants to attain, especially as regards industrialization. And so I'm happy to say that I speak to you, Transcorp Energy, which I am the DG. We are constructing a 30 megawatts solar integrated power in Abuja, the Nigerian Federal Capital Territory. And we are willing to share our experience with Benin, right, regarding that program. We are also the highest in
contribution to grid gas powered plants on the south part of Nigeria with approximately 2,000 megawatts in our group. So the point is I'm trying to also re-emphasize that integrated approach is the best way. And you have a worthy partner in the Transcorp group as Benin begins this next phase of its history. Thank you. Thank you. Okay. Well, je vais essayer de traduire, même si la qualité de la réception n'était pas excellente. Je commence par dire que le participant, depuis l'extérieur, remercie les organisateurs de cette opportunité et souligne le fait qu'il est connecté depuis le matin, depuis le démarrage de ses activités, qu'il a suivi le premier panel et vient de suivre aussi le second. Et que ce qu'il a retenu, c'était en premier lieu, avec le premier panel, il était question de souveraineté énergétique. Et qu'en deuxième lieu, il s'agit de trouver l'énergie la plus efficiente pour ravitailler le besoin qui existe au Bénin en matière de production et de productivité. Il souligne le fait qu'il s'agira d'une énergie qu'on puisse réellement, sur laquelle on puisse compter, c'est-à-dire disponible et stable, pour permettre aux industries d'être suffisamment productives. Il parle de plusieurs types d'énergie et souligne l'intérêt de l'entreprise qu'il représente, qui est Transport Energy, si j'ai bien entendu, qui est spécialisée, entre autres, dans la production d'énergie solaire de façon intégrée, et aussi en ce qui concerne la production d'énergie à base du gaz. Donc, de façon générale, il attire l'attention sur la disponibilité de son entreprise et sur l'intérêt de son entreprise par rapport à ce qui est en train de se préparer au Bénin et souhaiterait être naturellement invité à prendre part. Merci. Ok, donc voilà, je ne sais pas, je voulais demander aux organisateurs si on peut clôturer ce panel. Il reste encore, voilà, ok, d'accord. En tout cas, au thème donc de ces débats, nous pouvons tout simplement donc dire que aller ensemble plus loin passe nécessairement par la transformation structurelle donc de notre économie. Et cette transformation doit en réalité déboucher sur une industrie compétitive, aussi bien sur le plan national, ce qui suppose que les outputs qu'elle produira soient donc compétitifs par rapport à ceux importés, mais elle doit l'être aussi au plan régional et international. Or, malheureusement, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif d'une industrie compétitive sans une énergie compétitive, productive, fiable et disponible. Voilà, chers participants donc à ces échanges, ce que nous pouvons donc retenir. Je voudrais encore une fois remercier Madame Alarassa et vous inviter à l'ovationner encore une fois très fort. Merci à vous. Merci, Monsieur le modérateur, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Monsieur Charles Maïgué, professeur titulaire des sciences économiques et recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Merci de les raccompagner, les panélistes numéro 2, Madame Alakhassa également, directrice générale de Izili Bénin, ex-Coto Bénin. Merci infiniment.